L'arc de Egghead Island s'approche de plus en plus de sa fin dans les scans et en rétrospective cet arc est tout simplement l'un, si ce n'est le meilleur arc de One Piece. Entre le flashback de Kuma, l'entrée en scène des doyens et les événements survenant à travers le monde entier, on se régale comme on s'est rarement régalé devant une œuvre. Et une des principales raisons de cela est réussite d'Oda sur l'île futuriste, c'est son créateur même, le plus grand génie du monde, le docteur Vegapunk. Chapitre 433, le 6 novembre 2006. C'était pour la première fois, il y a presque 18 ans, que Vegapunk et ses prouesses étaient nommés à travers les paroles admiratives de Kobe et Hermep. Mais tout comme Luffy, on ne connaissait rien de cet homme, et Oda allait nous faire patienter encore un peu plus d'1 an avant de pouvoir relire ce nom. Cette fois, de par les mots du mystérieux Bartholomew Kuma, qui fera prendre une dimension encore plus mystique à ce scientifique, qui serait, selon ses dires, en avance de 500 ans sur l'humanité, expliquant sa prouesse d'avoir transformé le corsaire en arme du gouvernement. Et cette discussion entre Zoro et Kuma, ce moment précis est celui qui signe vraiment le début de la prise d'importance du plus grand scientifique de l'humanité dans l'œuvre, sans même y apparaître. Oui, vous le savez, ce n'est pas à Sabaody, ni dans les arcs suivants que le génie fait son entrée. Et pourtant, sans ces actes qui se passèrent sous les yeux du monde et des lecteurs, One Piece ne serait pas la même œuvre. Dans le Nouveau Monde, l'un des principaux fils directeurs est celui qui a mené l'équipage vers Onigashima, repère de Kaido aux 100 bêtes. Cette route s'est axée grâce à Trafalgar Law sur la chute de l'Empire des Smiles, parrainé par l'Empereur mais aussi le démon céleste, Doflamingo. Les Smiles, ces fruits du démon artificiels produits par Caesar Clown, ne sont pas sans lien avec le plus grand scientifique du monde, et ont permis à Oda de construire un peu plus sa renommée. En effet, ces créations sont issues du facteur de lignage, une découverte aussi due à Vegapunk, qui a lui-même d'ailleurs créé le fruit artificiel qui deviendra le modèle de Caesar Clown, le fruit du dragon, mais rose. Cependant, cela ne s'arrête pas là évidemment, puisque en effet ce dernier, bien qu'artificiel, reste un Zoan mythique. Or le savant fou de Punk Hazard n'était lui capable que de créer des copies de Zoan naturels. Bref, tout cela permet premièrement de donner plus de crédibilité à Vegapunk et son avance de 500 ans sur même les autres savants, mais aussi deuxièmement, permet d'instaurer une certaine nuance au personnage, puisque ce dernier reste à l'origine d'une expérience qui amènera malheur à un grand nombre de personnes. Une nuance qui sera fortement appuyée notamment à travers le cas de Kuma et des pacifistas dont j'ai parlé plus tôt. En effet, ces derniers sont instaurés sur l'île de Sabaody pour la première fois, sans réelle explication, si ce n'est que le tyran a offert son corps à Vegapunk en tant que modèle pour ses armes. Cependant, même à ce moment-là de l'histoire, il est clair que le détenteur du fruit des coussinets a subi un changement radical. Une pensée qui sera confirmée par l'homme prenant la seconde plus grande place dans le trafic de Smile, Don Quijote Doflamingo. En effet, Kuma n'est plus humain. Les agissements du fameux Vegapunk l'ont transformé en coquille vide, en un corps sans âme. Et même si à ce moment-là Kuma n'est pas encore la figure qu'il est aujourd'hui à nos yeux, les agissements de ce meilleur scientifique du monde sont tout simplement inhumains. Et le fait que cela ait été fait pour le gouvernement mondial qui prône la discrimination des races, l'esclavage et j'en passe, ça n'ajoute pas beaucoup de points positifs à ce fameux Vegapunk. D'autant plus qu'à part à travers les mots de Franky parlant de Vegapunk uniquement d'un point de vue scientifique, le peu de fois où son nom est prononcé, cela est fait par des membres du gouvernement ou alors des personnages malsains et détestables comme Orochi. En tout cas, ça c'était tout ce qu'on pouvait encore dire jusqu'à il y a peu de temps. Mais vous le savez, aujourd'hui on est sur Egghead et One Piece a pris un sacré tournant. Tant d'éléments ont changé et notre perspective, notamment sur Vegapunk, n'est plus la même. Déjà, on sait à quoi il ressemble. Ça peut paraître anecdotique, mais le design d'un personnage influence sa perception, voire même son rôle. Et Vegapunk, on pouvait pas faire plus scientifique que ça. Einstein avec une grosse tête et une pomme au bout, Oda voulait vraiment qu'on comprenne que c'est le plus grand savant du monde. Mais au-delà des blagues, il y a quelques petits éléments assez simples mais qui restent très intéressants et efficaces quant à la construction du perso. Premièrement, sa vieillesse apparente, avec ses cheveux gris notamment. C'est bête, mais cela nous fait automatiquement considérer cet homme comme quelqu'un d'expérience, une source fiable d'informations, ce qui est déjà moins le cas avec ses satellites par exemple. Deuxièmement, son visage, entre ses gros yeux, son nez, son énorme langue, c'est très difficile de le prendre au sérieux. Et je trouve que cela permet d'apporter un contraste entre son intelligence factuelle et mathématique remarquable et son intelligence émotionnelle. Un aspect plus humain qui est d'ailleurs exploité par Oda à travers les satellites. En effet, on découvre sur Egghead que Vegapunk a divisé son corps en plusieurs autres afin d'être plus efficace. Au-delà de cette raison scénaristique, la démultiplication de Vegapunk en plusieurs êtres permet un développement plus efficace au personnage, surtout qu'Oda prévoyait sûrement déjà sa mort prématurée. En effet, à la surprise de beaucoup,
le docteur Vegapunk a bien rendu l'âme il y a quelques chapitres. Oda ayant sûrement prévu cela depuis le début de l'arc, il lui fallait une façon de creuser ce perso, sans que cela semble forcé. Et à travers les satellites, leurs actes mais aussi leur dispersion à travers l'île, on a pu exploiter différents côtés, plus ou moins sombres du caractère du scientifique. Lilith représente le côté savant fou du docteur, alors que Shaka est lui bien plus raisonné et pragmatique. Ou encore York qui, ayant le rôle de s'occuper des besoins naturels, s'est retrouvé à prioriser sa personne au bien commun recherché par les autres. Tiens, cela me permet de basculer là-dessus, mais l'objectif principal de Vegapunk est de venir en aide à la population mondiale, notamment en créant une source illimitée d'énergie, d'où l'existence du Mother Flame. Le docteur est donc ce que l'on pourrait considérer foncièrement comme une bonne personne. Il souhaite venir en aide à ceux dans le besoin, s'est servi des ressources des Mads pour faire le bien, et semble partager les idéaux des révolutionnaires de Monkey D. Dragon. Et cela aurait pu être suffisant à la création du personnage, un bon samaritain qui, comme cela nous l'est montré dans les mini-aventures, réalise des miracles, lui valant même jusqu'à des prix Nobel. Cependant, vous le savez, Vegapunk est en partie inspiré d'Albert Einstein, et cela ne se limite pas au design. Je vais pas vous répéter l'histoire, mais bien qu'Einstein ait énormément apporté à la science, il est connu comme l'un des précurseurs de l'énergie nucléaire qui a mené aux armes de destruction massive que sont les bombes atomiques. Vegapunk est donc lui aussi nuancé entre son apport scientifique et sa collaboration dans des actes inhumains. L'un des plus notables est évidemment l'annihilation de l'île de Lulusia, petit pays ayant récemment rejoint les rangs des alliés des révolutionnaires et ayant pendant peu de temps caché l'empereur des flammes Sabo. Lulusia a subitement été frappé par une force céleste rasant l'île de la carte. Depuis la réalisation de cet événement, il était clair que seule une arme antique, ou alors une reproduction, pouvait y être à l'origine. Et lors du message posthume de Vegapunk, on apprend qu'il s'agit bien de l'une d'elles, alimentée par Mother Flame. J'en ai parlé un peu plus tôt de cette source d'énergie incommensurable, censée apporter la paix à l'humanité, et bien c'est celle qui est à l'origine d'un génocide d'un peuple entier, par et pour la stabilité du pouvoir du gouvernement. En effet, un point que j'ai encore légèrement énoncé seulement est l'affiliation du docteur Vegapunk au gouvernement mondial. On le sait, le monde de One Piece est dirigé par cette organisation prônant l'obscurantisme pour l'intérêt d'un petit groupe élitiste. On est donc clairement à l'opposé des valeurs d'un scientifique bienfaisant souhaitant la paix dans le monde. Cependant, je le répète, mais c'est une seule organisation qui dirige le monde et qui a donc la main mise sur toutes les ressources. Or, un scientifique sans ressources ne peut émettre que des hypothèses et de simples idées n'ont pas le pouvoir de faire changer les choses. C'est ainsi que Vegapunk se retrouve affilié au gouvernement mondial et non aux révolutionnaires par exemple, bien que Dragon lui ait proposé à plusieurs reprises. Ce n'est pas les bonnes intentions qui manquent au docteur, mais pour un scientifique, rien n'est plus important que la science. Et lorsque ce dernier travaille avec le gouvernement mondial, rien n'est alors plus important que de garder l'ordre établi, en construisant des armes pour ce gouvernement, les pacifistas. Évidemment que j'ai gardé le plus gros et le plus touchant pour la fin. Comme j'ai pu le dire, Vegapunk a mis les pieds dans de nombreuses affaires immorales, mais la pire pour lui a sûrement été d'ôter la vie de son propre ami. Esclave, pirate, corsaire, Kuma est aujourd'hui l'un des personnages les mieux écrits et les plus importants de One Piece. Ayant vécu dans la misère toute sa vie, cette dernière semble enfin prendre une tournure un peu plus douce avec l'arrivée de sa fille, Bonnie. Un bonheur qui sera évidemment de courte durée, son enfant étant atteint d'une maladie inconnue et incurable. C'est alors qu'il parcourt le monde jusqu'à Egghead afin de demander au plus grand scientifique du monde de sauver sa fille, ce que Vegapunk accepte, mais à condition de pouvoir étudier le corps de Kuma, dernier boucanier connu en vie. Une condition acceptable mais qui image bien la face nuancée du scientifique, puisqu'il y a ici quand même la vie d'une enfant en jeu. De plus, à ce moment-là, le scientifique est déjà tombé dans un piège, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de celui de l'un des 5 doyens, Saint J. Garcia Saturne. Déjà, la maladie de Bonnie n'est pas naturelle, mais bien la cause des expériences menées sur elle par le doyen. Et de deux, Vegapunk travaille pour le gouvernement, lui-même à la solde des doyens, plus haute instance mondiale. Une telle nouvelle ne passe donc pas inaperçue et la condition à la guérison de Bonnie devient la déshumanisation de Kuma et l'utilisation de son corps à la création d'armes anti-pirates. Le docteur se retrouve donc dans une situation qui résume parfaitement ce qui fait de lui un personnage intéressant. Il pourrait prendre le risque de ne pas obéir à Saturne, mais cela pourrait entraîner non seulement sa mort, mais aussi celle du père et de sa fille. C'est ainsi, à travers le flashback de Kuma, que l'on comprend la complexité de la position de Vegapunk, qui se force à accomplir sa mission, malgré le fort affect qu'il porte envers Kuma. Une décision horrible pour tout le monde, même pour les lecteurs, et qui je pense fut le déclencheur définitif de la trahison de Vegapunk envers le gouvernement. Je l'ai dit, cet homme possède des valeurs complètement opposées à l'obscurantisme de Imu et ses serviteurs.
C'est pourquoi ce dernier recherche tant bien que mal depuis toujours le moyen de le contrer. Et ici, forcer un homme d'une telle intelligence à tuer son ami ne peut que le motiver encore plus à étendre son champ de recherche. C'est ainsi que ce dernier va garder les souvenirs de Kuma, placer Bonnie au sommet de l'échelle de commandement des pacifistas et surtout découvrir ce que renferme le siècle oublié, lui valant malheureusement une mise à mort par nul autre que Saturne une fois de plus. Cependant, vous le savez, mais le tuer fut la plus grosse erreur commise par le gouvernement dans cet arc. Cet acte lançant un message à échelle mondiale et révélant à tout peuple de cette planète l'existence de Nika, amorçant ainsi un peu plus la révolution amenée par la famille d'Eddie et notamment le nouveau guerrier libérateur, Monkey D. Luffy. C'est ainsi dans ces derniers instants que le docteur Vegapunk a permis au monde d'entrevoir un futur plein d'espoir, excusant un minimum son implication dans certains des plus grands drames de One Piece. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, avec la fin des Gate qui approche et surtout Vegapunk qui disparaît pour de bon après la fin de son message. J'avais vraiment envie de parler de ce perso parce que je trouve qu'il est vraiment trop intéressant. C'était un sacré pari pour Oda d'introduire un personnage attendu depuis autant de temps et le faire mourir dans ce même arc. Mais je trouve qu'au final ça a plutôt bien payé. Vegapunk c'est un perso dont on va se souvenir pendant longtemps et surtout qui nous aura apporté beaucoup de choses. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, tout ça, les commentaires, bref. Et d'ici le prochain chapitre de One Piece, si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur les jeux vidéo One Piece. Elle est franchement sympa et ce serait cool, voilà, si vous avez des retours à faire ou juste si vous voulez un petit coup de nostalgie en regardant les jeux qui ont fait votre enfance. Voilà, salut.